Très bien, bah, il est 11h05, du coup, je vous propose de commencer. Avant de laisser la parole à Didier et à Pierre Tavot, donc le RSSI du CHU de Poitiers, qui nous a fait l'amitié d'être avec nous ce matin pour témoigner sur son expérience avec Olfeo. Je vous propose quand même un tout petit récapitulatif d'informations un peu pratiques. Donc, comme d'habitude, le webinaire est enregistré. Normalement, vous allez recevoir automatiquement rapidement le replay. Si vous avez envie de le revoir, vous recevrez également les slides, même si on a essayé d'éviter de faire trop slideware cette fois-ci. Et surtout, très important, si vous avez des questions, et j'espère que vous en aurez beaucoup, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions et nous allons répondre à l'ensemble de vos questions à la fin de la session. Ça nous permet de les traquer, de les documenter de manière un peu intelligente que de répondre à la volée. Donc voilà, ceci dit, je vais arrêter de faire mon présentateur télé et je vais laisser la parole à Didier pour commencer le webinaire. Bon webinaire à tous. Je vais recommencer. Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire. Donc pour commencer, je vais me présenter. Je suis Didier Houdin, responsable grand compte avec un focus particulier sur la santé. Et l'idée, c'est, avant d'introduire Pierre sur sa partie où il va avoir son retour d'expérience, je vais vous présenter un peu quelques slides pour pas que ça soit voilà, une bonne introduction, pour avoir une bonne introduction. Donc effectivement, aujourd'hui, les enjeux de la sécurité des établissements de santé, c'est un vrai sujet avec différentes thématiques et différents constats. Donc le premier constat aujourd'hui, c'est la partie métier. On voit effectivement que la digitalisation du parcours de santé va augmenter la surface d'attaque. Aujourd'hui, lors de la prise en main d'un client, on va avoir tout un tas de mécanismes internes de prise en compte et de logiciels et d'applications de métiers qui vont suivre en fait le parcours de soins du patient. L'autre point d'exposition qui est important aussi, c'est les équipements, parce qu'au-delà des ordinateurs, des téléphones mobiles, etc., vous avez aussi tout ce qui est scanner, etc., où vous avez potentiellement des outils qui vont être exposés sur Internet pour des mises à jour, etc. Et là, on rentre dans le domaine de l'IoT. Le troisième point, c'est le besoin d'accéder à des sites légitimes avec des contenus ambigus. Classiquement, si vous prenez par exemple un addictologue, lui va avoir besoin d'accéder à des sites Internet où vous avez bien sûr une prédominance à la drogue, à l'alcool, etc. Et du fait de la législation, il y a des sites qui sont potentiellement bloquables et on doit les bloquer. Or, tout l'enjeu, c'est justement d'éviter ce genre de choses dans le milieu de la santé et donner l'accès aux bons sites qui représentent, en fait, qui soient dans le cadre légal. Donc ça, c'est important et ça évite aussi les frustrations d'accès de l'utilisateur. Le deuxième enjeu de la cyber, c'est la partie un peu plus technique. Effectivement, la dette technique accumulée au fil des années, elle est importante. Alors, tout le monde n'est pas égal hein, dans le milieu de la santé, mais c'est important. Même s'il y a 3 ans, il y a eu des financements France Cyber. Aujourd'hui, c'est un peu plus restreint. Donc, le financement est insuffisant aujourd'hui pour couvrir tous les aspects de sécurisation sur la partie technique. Le troisième enjeu, c'est l'humain. C'est vrai qu'aujourd'hui, on entend beaucoup parler de formation, de sensibilisation, mais il y a un constat. Le personnel de santé est très focus sur la partie suivi des patients, etc. Et l'enjeu de la formation et du personnel face au risque cyber, elle est importante. Donc, il faut, tout en maintenant la continuité de leur travail, il faut aussi les sensibiliser et les former. Et ce qui n'est pas évident puisqu'ils sont souvent débordés.
Autre point, et ça je le rencontre tous les jours avec mes clients, c'est le manque de ressources techniques dans la cyber. Beaucoup de problématiques de trouver les bonnes personnes dans les embauches, etc. Donc le manque de ressources. Et puis encore une fois, on va parler des moyens, puisque les moyens aujourd'hui dans les services de santé, ça touche tous les services, et en l'occurrence la partie ressources humaines. Et on va le répéter, mais le besoin de sensibilisation au quotidien du personnel de soins sur les risques cyber, elle est vraiment importante. Le personnel de santé a accès à tout un tas d'équipements aujourd'hui, et en l'occurrence sont souvent on a parlé de digitalisation, donc ils sont souvent sur des postes de travail qui sont aussi mutualisés, hein, si on prend le cas des postes kiosques. Donc il est important de les sensibiliser sur l'action de faire attention à ce qu'on consulte sur le net. Gabor, merci. Alors, 2023, ça a été vraiment une année intense, encore une fois, j'ai envie de dire, malheureusement, pour les services de santé, que ça soit public ou voire même privé. On voit ici, au fur et à mesure de l'année 2023, il n'y a pas de cause à effet, en l'occurrence, sur les dates, parce qu'on voit que c'est étendu sur toute l'année. Donc, le centre hospitalier de La Réunion, des regroupements de cliniques, voilà, ça touche vraiment tout le monde aujourd'hui dans ce milieu de la santé. Oui. Alors, pour revenir à Olfeo et la passerelle de sécurité web, le vrai enjeu en fait d'un proxy web aujourd'hui, c'est de contrôler l'usage d'Internet des utilisateurs. L'idée, c'est de bien contrôler cet usage-là pour éviter d'aller surfer à des endroits qui peuvent être problématiques. Alors, pas que les utilisateurs d'ailleurs, puisque vous voyez à gauche, vous avez la partie bureau, mobilité, mais aussi la partie IoT et tous les objets qui ne sont pas maîtrisés au sein d'un établissement. Donc, Olfeo, effectivement, va permettre, à partir de moteurs de sécurité, de vous protéger. Donc, proxy filtrant, je vais revenir un petit peu plus en détail. La partie de déchiffrement qui est très importante, puisque lorsqu'on met en place le déchiffrement au sein d'un secteur public ou privé, il faut aussi informer vos utilisateurs qu'à un moment, on va utiliser la partie de déchiffrement de la donnée. On doit respecter, dans le cadre légal, la RGPD. Donc, on ne doit pas déchiffrer tout ce qui est relatif à la santé, aux banques, etc. Donc ça, c'est très important de bien expliquer ça pour mieux faire adhérer, en fait, cette partie-là. Bien sûr, les enjeux sont aussi les anti-malware. Donc ça, je vais revenir là-dessus avec notre base de contenu des URL, mais c'est important. Sécurité DNS, les logs détaillés, la visibilité, les pages de sensibilisation, la charte informatique. Donc, dans tout ce panel, en fait, au niveau du proxy web, vous avez la partie technique qui va être effectivement les mécanismes de filtrage pour contrôler l'usage à travers des politiques de filtrage, et la partie plus visibilité et apporter aussi à la fois de la sensibilisation. Je l'ai évoqué tout à l'heure dans le facteur humain, la sensibilisation, il faut savoir que Olfeo, depuis des années, on a toujours mis des pages, ce qu'on appelle des pages de sensibilisation aux utilisateurs. Lorsque l'utilisateur, dans sa politique de filtrage, n'a pas le droit d'accéder à tel ou tel site, on ne va pas lui présenter une page erreur 404, mais on va lui présenter bien une page de sensibilisation en lui expliquant pourquoi il n'a pas le droit d'accéder à tel ou tel site. Et ça, c'est tout l'enjeu de la mise en place de la politique de filtrage aujourd'hui. Donc, ça va donner, comme j'ai dit, l'accès aux sites légitimes, à certaines applications SaaS, et aussi l'enjeu de bien maîtriser sa politique de filtrage, c'est d'éviter les malwares, les contrôles distants, les contenus illégitimes, le phishing et les sites interdits, bien sûr, à travers la charte, qui est une charte aujourd'hui automatisée au niveau d'Olfeo. C'est-à-dire qu'à la première connexion, on va présenter une charte à l'utilisateur
et ce dernier va signer cette charte-là, et bien sûr, c'est horodaté, etc. Tout ça pour dire que rien ne serait sur notre base de contenu des URL. Donc, cette base de contenu des URL, aujourd'hui, elle est solide et consolidée. Et du coup, ça fait à peu près 20 ans qu'on fait ça. Et depuis 3 ans, on a introduit une notion, alors je ne sais pas si on la voit après dans les slides suivants. D'accord. Donc, en fait, pour vous expliquer la partie un peu malware, etc., on va, à travers notre base de contenu des URL, on va, via une fonction qui s'appelle le trust centric, je pense que Pierre Tavot va en discuter, va en parler tout à l'heure. À travers ce trust centric, en fait, c'est une introduction qui a été mise au sein d'Olfeo depuis 3 ans, puisqu'on a un retour d'expérience depuis 20 ans de nos clients, et on sait qu'aujourd'hui, on a un taux de reconnaissance de à peu près 99,5% du surf des utilisateurs français. Hein, c'est une base française. Donc effectivement, cette notion de trust centric, c'est quoi? C'est au moment où vous constituez vos profils de filtrage, vous avez toujours la règle finale. Et en l'occurrence, on a introduit, au-delà de bloquer, autoriser, etc., dans la règle finale, on a mis en place ce trust centric qui va permettre en fait de dire, eh ben, tout ce qui n'est pas vérifié et validé par Olfeo, donc grâce à travers sa base de contenu des URL, on va bloquer. Ce qui va vous permettre effectivement, quand vous voyez en orange les malwares, les contenus illicites, le phishing, etc., c'est ce qui va éviter à un moment quand un utilisateur, exemple de phishing, reçoit un mail avec un PDF qui va faire un appel de connexion sur un domaine malicieux, ben, ce domaine-là ne va pas être connu dans cette base de contenu des URL et sera automatiquement bloqué. Donc, ce qui va éviter effectivement des infections sur les postes et une propagation des attaques. Tu peux. Donc, voilà. C'était juste pour faire un petit rappel sur la technologie Olfeo. Je pense que Pierre va être un peu plus dans le concret, dans le cas d'usage du CH de Poitiers. Et donc, je vais laisser Pierre continuer sur le cas d'usage. Et d'ailleurs, vous avez des notions que j'ai expliquées qui va rappeler. Il est en train de se connecter. En train de se connecter, impeccable. Bien. Bonjour, donc, vous si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'essaierai d'y répondre en fin de séance. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on entend bien. Je n'entends pas. Oh, très bien. On l'entend? Ok, impeccable. Bien. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Donc, merci Olfeo de m'avoir invité pour parler un petit peu de notre cas d'usage du CHU de Poitiers. Donc nous, en fait, on a Olfeo déjà depuis plusieurs années. On est passé en fait d'une solution qui était basée sur des outils de chez Cisco, un Ironport, où ça devenait hyper compliqué à gérer parce qu'il y avait des dizaines d'exceptions. Et on est passé à une solution donc chez Olfeo, une première version où la personne qui avait mis en place chez nous avait reporté les règles avec les exceptions et c'était assez compliqué aussi à gérer. Et en quelques années après, en fait, comme on a fusionné avec d'autres établissements, on a revu complètement l'architecture Olfeo avec l'aide d'Olfeo. Et on a monté en fait une architecture où on a chez nous en interne un HA proxy qui nous sert à faire du load balancing et ensuite on va vers un système où il y a un maître et 4 esclaves et ça nous permet de gérer nos 10 000 utilisateurs. Ça représente à peu près 7 000 postes sur l'ensemble de tous les différents sites que l'on a, puisqu'on a à peu près 5 sites sur l'ensemble du département. Voilà. Ensuite, on a défini une politique de sécurité, de filtrage, en fait, politique de filtrage, qu'on a fait valider par les instances, toutes nos instances, de manière à ce que tout le monde soit au courant et à partir de quelque chose de simple, en fait. Puisque la problématique de souvent des filtrages, c'est qu'il y a énormément d'exceptions.
Et tout le monde était d'accord pour dire qu'il faut mieux qu'on fasse une politique simple. Donc en fait, notre politique, elle est très simple. On a des postes, premier niveau de politique, c'est aucun accès à Internet, ce qui est tout à fait envisageable pour certains équipements biomédicaux, par exemple, auxquels il n'y a pas besoin d'accéder à Internet. Ensuite, il y a des équipements ou des postes de travail qui ont accès sur une liste blanche, très simple. Par exemple, c'est le cas des blocs ou des consoles PAX ou des choses comme ça, sur lesquelles on a très peu d'accès sur Internet. Ensuite, on a, on va dire, la majorité du CHU qui a un accès qu'on a appelé professionnel, sur lequel il a été décidé par les instances de privilégier tout ce qui était lié à la profession. Donc tout ce qui est lié au domaine de la santé, de la recherche, de l'éducation, des choses comme ça. Et par contre, le reste, le fait d'aller faire ses courses sur, je sais pas, des magasins en ligne, de commerce et autres, ça n'a pas été privilégié. Ensuite, on a une catégorie, on a toujours besoin d'une catégorie un petit peu VIP, on va dire, qui permet à des acheteurs, par exemple, d'avoir là accès à tous les sites de commerce parce qu'ils en ont besoin, ou à par exemple, chez nous au CHU, on a des personnes, des psychologues qui ont besoin d'accéder à différents sites qui contiennent des informations, des choses comme ça. Après, on a toutes les personnes qui font la classe hospitalière, puisque dans un CHU, on a aussi des enfants hospitalisés, donc on a des instituteurs ou des professeurs des collèges qui font des cours, et ils ont besoin aussi d'accéder à des sites qui sont pas, qui sont un peu en dehors du métier. Et la dernière catégorie, c'est la catégorie des développeurs, puisqu'on a aussi des équipes de recherche qui font du développement en IA, par exemple, ou au sein même de la DSI, il y a des personnes qui font du développement. Donc là, on a été obligé de créer une catégorie développeurs, qui est très limitée, mais qui permet aussi d'accéder à des sites plus spécifiques, entre autres à tout ce qui est GitHub, GitLab, des choses comme ça, sur lesquels c'est un petit peu plus difficile de travailler si on n'est pas avec des accès un petit peu particuliers. Donc voilà, donc on a fait une politique très simple qui a été validée par l'ensemble donc des instances. Cette politique, elle est connue de tout le monde. Elle a été rajoutée, les éléments ont été ajoutés dans le règlement intérieur avec la partie charte informatique. Puisqu'on parle de charte informatique, donc on a nous aussi fait quelque chose de particulier dans lequel on a été beaucoup aidé par Olfeo. C'est en fait chez nous il y a soit des connexions nominatives et on avait jusqu'à maintenant un certain nombre de connexions génériques et on ne souhaitait plus, on souhaitait pas déjà par rapport à la réglementation que les personnels se connectent en étant avec des comptes génériques. Donc on a créé un petit portail interne qui permet à chaque fois que quelqu'un se connecte sur un poste avec un compte générique, au moment où il veut aller sur Internet, il y a la page du portail qui s'affiche et il doit rentrer son login et son mot de passe. Comme ça, on a une traçabilité complète de qui se connecte et surtout ce qu'il va faire sur Internet. Après, sur tout ce qui est politique, on a fait en sorte que toutes les logs qui sont dans Olfeo soient envoyés vers notre puits de log, qui est un Elasticsearch, sur lequel on a monté un certain nombre de dashboards, de tableaux de bord, entre autres pour suivre toutes les personnes qui accèdent à des catégories qui sont interdites. En fait, tout ce qui est les catégories illégales, tout ce qui est les risques de sécurité, toutes ces choses comme ça. Alors pourquoi on a fait ça? Pour deux raisons. Tout ce qui est illégal, ça permet de voir que des fois il y a des personnes qui tentent quand même d'y accéder, donc ça permet de voir un peu si c'est toujours les mêmes personnes ou pas. Et puis sur tout ce qui est problème de sécurité, ça permet également de voir s'il y a des postes qui n'ont pas des petits problèmes, en plus des outils de sécurité qu'on peut avoir par ailleurs. Voilà à peu près ce que je peux vous dire sur la solution. Nous, on a personnalisé un petit peu aussi
les blocages, en fait, quand il y a un message qui s'affiche en disant ben, vous n'êtes pas autorisé à aller sur telle catégorie de site pour telle raison, bon, on a mis des messages un petit peu explicatifs. Et il peut arriver aussi qu'il y ait, c'est très rare, mais ça arrive, des sites qui soient mal catégorisés ou mal classifiés. Donc on a laissé la possibilité à l'utilisateur d'envoyer un petit mail automatiquement pour dire ben, ce site, moi je pense qu'il est pas bien. Et ensuite derrière on demande la classification à Olfeo et en moins de 24 heures en général c'est fait. Mais on n'a pas, enfin depuis au moins un an, on n'a pas eu à classifier des sites. En général, c'est les bonnes catégories. Voilà, je sais pas si j'ai répondu à peu près à tout ce qu'on C'était avait. parfait. Par contre, pour compléter tout ça, quand tu dis j'ai mis en place avec les instances, comment ça s'est passé? C'est directeur de site, responsable réseau, comment ça a été mis en place en fait en interne? Alors, Par en rapport fait, aux discussions. en interne, on a repris ce qu'on avait avant, qui était, je dirais, toutes les catégories qui étaient avec plein d'exceptions. On a décidé d'enlever toutes les exceptions et de garder uniquement donc les fameuses politiques. Et dans chaque politique, on a défini ce qu'on avait besoin. Donc, par exemple, si je prends la politique qui est la politique utilisée par 98% à peu près de nos utilisateurs, cette politique, on a repris toute la liste des catégories d'Olfeo, en fait tous les thèmes et toutes les catégories, et on a discuté en interne interne au niveau de la DSI, hein, avec les responsables de la DSI, ce qu'on allait ouvrir, pas ouvrir, et ensuite on l'a présenté d'abord à la directrice générale pour lui faire valider. Elle a fait quelques petites modifications parce que bon, il y a toujours des petits Oui, points, par ouais, exemple c'est normal. sur tout ce qui n'était pas réellement, je dirais, le cœur de métier du CHU. Par exemple, il y a eu des débats au départ sur tout ce qui était achat en ligne, des choses comme ça, où là, on disait, bon, je vois pas l'intérêt qu'on fasse ça. Bon, après, on a été obligé d'adapter un petit peu parce que il y a beaucoup de personnes à l'hôpital qui, par exemple, commandent leur billet de train. Et ça rentrait dans les catégories, donc il a fallu adapter un petit peu des choses comme ça. Mais globalement, ça s'est passé comme ça. Et après, une fois que ça a été validé, je dirais, au niveau de la direction générale, on a présenté cette politique dans l'ensemble des instances, que ce soit la CME, le directoire, le, le CHSCT, enfin, à l'époque. Et il n'y a pas eu de remarques particulières, ça a été D'accord. accepté par tout le monde. Et même sur la partie déchiffrement, parce que souvent on a des questions des clients justement sur cette partie-là qui peut être un peu sensible. Ben, au niveau des chiffrements, en fait, de toute façon, nous, on avait respecté la législation, c'est-à-dire que tout ce qui est accès aux comptes bancaires, enfin tout ce qui concerne les banques, tout ce qui concerne les messageries, des choses comme ça, on sait très bien que ça doit pas être déchiffré. Donc voilà, on a laissé un certain nombre de choses dans une catégorie qui est pas déchiffrée. On a appliqué la loi, tout simplement. On D'accord. l'a expliqué, ça c'est pareil, ça n'a pas posé de problème, en fait. Alors je vais revenir sur un point qui est intéressant, c'est aussi la partie reporting par rapport à tes indicateurs. Comment tu consultes en fait tes, tes rapports? C'est une manière automatisée avec des remontées? Comment ça se passe? Alors en fait, donc comme c'est un puits de log, tous les jours ça s'est déversé dans ce puits de log. Ensuite, on a un certain nombre de dashboards que l'on consulte. Alors on pourrait en faire des rapports qui sont envoyés, mais on s'en sert plutôt pour le consulter assez régulièrement. Et entre autres, ben, comme je disais, moi ça me permet de voir les personnes qui vont sur des sites qui sont illégaux au niveau sécurité. Ça permet aussi des fois de voir sur certaines périodes quand bon, pour être assez clair et transparent, il y a à chaque fois qu'il y a des périodes où il y a beaucoup d'événements sportifs importants, on Mhm. voit d'un seul coup que notre charge de réseau internet est un petit peu plus importante que d'autres périodes. Donc, parce que sur tout ce qui est vidéo, on l'a pas fermé en fait, parce que Mhm. on a beaucoup de médecins qui utilisent les Ah oui, oui, vidéos la partie métier.
dans la partie médicale, donc là on pouvait pas le fermer. Et c'est vrai que quand il y a Roland-Garros, quand il y a des compétitions de foot ou autres, ouais, je pense que pour les JO ça va être la même chose. Ça permet de voir un petit peu la bande passante, le nombre d'utilisateurs qui est utilisé, des choses comme ça. Ça nous a permis des fois par exemple, de voir si notre tuyau était toujours à la bonne taille, et ça nous a permis d'augmenter, par exemple, le tuyau qui arrive sur Internet, des choses comme ça. Après, ça nous sert aussi, comme je disais tout à l'heure, moi, à voir au niveau sécurité, sur la catégorie, entre autres sécurité, de voir s'il y a des personnes qui vont sur des sites auxquels ils n'ont pas à aller. Ça nous a servi aussi pour lister tous les utilisateurs qui continuaient à utiliser du TeamViewer ou qui font des Dropbox ou des choses comme ça, qui maintenant chez nous sont totalement interdites. Et pour les pister et puis trouver un petit peu quels étaient les postes qui avaient encore ce genre de comportement, ça nous a aidé. Autrement, bon, j'aurais pu le faire avec les firewalls aussi, hein, mais le fait qu'il y ait des catégories bien précises, c'est plus facile de suivre les catégories que de trouver un peu chaque type. Si je prends par exemple tout ce qui est prise de main à distance, ben, comme c'est catégorisé dans Olfeo, c'est plus simple de les détecter. C'est un cas aussi qu'on a utilisé pendant le Covid, quand il y avait beaucoup d'outils pour faire des visioconférences. Là, on le détectait dans les catégories d'outils collaboratifs et autres. Et ça avait permis là aussi de définir auprès des utilisateurs ce qu'on autorisait et ce qu'on n'autorisait pas, en fait. Ok, par rapport aux outils, quoi. C'est ça. Ok. Très bien. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. En tout cas, merci Pierre, hein, pour ces précisions. C'est plutôt intéressant, c'est très intéressant même. Ce qu'on voit, et ça c'est ce que je vois, c'est ce que tu as bien expliqué, c'est qu'Olfeo aujourd'hui, l'élément important quand on déploie un Olfeo, c'est de bien connaître en amont qu'est-ce qu'on va filtrer et qui on va filtrer. Les groupes et la partie catégorisation, et on veut donner accès à quoi aux utilisateurs. Donc ça, c'est vraiment, entre guillemets, lorsqu'on a fait ce travail-là en amont, bah, le déploiement, il se fait quand même assez simplement. Et c'est moins, moi, je vois des cas où des fois, c'est un peu brouillon parce que on oublie ci, on oublie ça, etc. Et une fois que c'est déployé, bah, les flux passent. Et là, après, on a le ressenti client qui peut être pénalisé, quoi. Donc, effectivement, qu'on a bien mis en place ces profils de filtrage, qu'on l'a intégré dans la charte informatique, comme ça a été fait du côté du CH de Poitiers, eh ben, les choses sont beaucoup plus simples sur l'adhérence, en fait, de blocage de tel ou tel site. Et ça fait aussi partie de la sensibilisation envers les utilisateurs, quoi. Très bien. Ça y contribue, c'est sûr. Oui. Ouais. Bon, c'est vrai que, par contre, toute politique de filtrage, même si c'est accepté par toutes les instances, je dois avouer qu'il y a quand même quelques utilisateurs, quelques médecins qui sont un peu brimés, qui disent bon, on peut pas faire tout ce qu'on veut ou autre. Bien sûr. Mais d'un autre côté, avec tout, comme c'était un des propos au début, comme on a, c'est vrai, de plus en plus de cyberattaques sur les établissements de santé, les personnes le comprennent. Enfin, c'est assez rare qu'une fois qu'on a expliqué pourquoi on avait décidé telle ou telle politique, les personnes restent réfractaires parce qu'ils comprennent bien de toute façon Les enjeux. un hôpital surtout un CHU qui tombe complètement, ça serait très dommageable pour les patients. Donc, c'est très dommageable, ouais, tout à fait. Bah, très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a pas mal de questions dans le chat. Peut-être tu peux les... Moi, je ne les vois pas, moi. Ah oui, ça y est. En fait, peut-être comment tout en haut, la toute première question, c'est... Alors, vas-y, dis-moi. Je suis intéressé par votre solution par rapport au compte générique. Alors, je ne sais pas si cette question est pour Olfeo ou pour Pierre Tavot. Alors, les comptes génériques, en fait, c'est que, alors, sur l'on-premise, on a possibilité de mettre en place, et je crois que c'est ce qu'a mis Pierre en place, un portail captif où effectivement, cette notion de compte générique, sur ces comptes-là, on va leur donner un accès sur un portail dit captif, et de là, l'utilisateur devra rentrer ses logins, et après, on a toute la traçabilité derrière.
ça, c'est intégré dans la partie on-premise de Olfeo. Oui, c'est tout à fait ça qu'on a mis en place et ça a permis justement de rester dans les clous réglementaires puisque avant on avait un certain nombre de personnes qui surfaient sans qu'on sache précisément qui était réellement derrière et malheureusement, alors je sais pas dans les autres établissements, mais nous malheureusement dans un CHU, on a déjà eu des demandes de réquisition de la police par rapport à des accès internet sur des personnes qui avaient été sur des sites un peu particuliers ou qui avaient fait des mauvaises manips et on a absolument besoin de savoir qui fait quoi. Après, j'ai vu la question là, autorisez-vous les sites non classés ou les bloquez-vous? Chez nous, les sites non classés sont bloqués. Ok, après nous, alors je ne sais pas si tu as fait les remontées sur notre site de classification en automatique, mais nous, classiquement, quand il y a un site qui est non classé et que le client autorise l'envoi de ces sites non classés au sein de notre service de classification, bien sûr, c'est envoyé d'une manière totalement anonyme. Hein. On ne sait pas quel client nous envoie ces URL inconnus. Par contre, après, on a un mécanisme de reclassement avec un algorithme revérifié par un utilisateur et c'est réinjecté dans la base commune. Donc, en général, on va dire au grand maximum, 6 heures après, c'est remis dans la base. Souvent, c'est moins que ça, mais en général, c'est ça, quoi. Ok, après... déchiffrage SSL et qui sont bloqués et l'autre liste hors déchiffrage ça Alors, oui, ça c'est vrai que bon, quand au fur et à mesure on a cette partie de liste non déchiffrée, on en a de temps en temps aussi nous aussi à ajouter dedans. C'est vrai. Ouais, voilà, sur Olfeo, en fait, on peut constituer une liste d'applications qui ne doit pas être déchiffrée. Et de là, on met la règle qui va bien pour pas déchiffrer justement ces applicatifs. Surtout, de toute façon, sur toute la partie Microsoft qui préconise de ne pas déchiffrer ces flux, quoi. Et la question c'est, vos serveurs esclaves servent-ils uniquement à répartir la charge ou est-ce dû au fait que vous avez plusieurs domaines Active Directory à gérer avec Olfeo? Alors, en fait, les serveurs esclaves, ils servent uniquement à répartir la charge sur l'ensemble des sites, puisque en fait, on a que 2 domaines AD, mais le deuxième domaine va être migré, mais ça sert principalement à répartir la charge. Après, je pense que c'est plus une question pour Pierre. Disposez-vous du pack de reclassement supérieur à 100 domaines par mois? Non, à ma connaissance, non. Mais j'ai peut-être pas toutes les infos. Non, je sais pas. En fait, il n'y a pas beaucoup de demandes de reclassement maintenant, hein. En tout cas, du côté du CH Poitiers. Moi, j'en vois pas passer, mais. Après, il y a une question très longue, peut-être tu peux lire toi directement. Alors, notre instance Olfeo gère les flux internes via la configuration proxy. Or, nous avons des flux externes qui sortent directement via le firewall et sont accessibles au cœur du réseau opérateur. Nous avons donc maintenant une vue partielle dans Olfeo et demain, avec le SD-WAN, il n'y aura plus de sortie centrale, mais chaque site aura sa propre ligne Internet. Comment répond Olfeo? Évolution de version mode SaaS. Alors effectivement, le SaaS, comme je l'ai peut-être pas introduit tout à l'heure parce que Pierre a la version on-premise, mais effectivement, une des réponses, c'est le mode SaaS. Et on a aujourd'hui dans notre catalogue la version SaaS en fait, d'Olfeo qui permet à répondre à ces enjeux. Pardon. Comment analysez-vous la remontée des softs? Ça, je pense que c'est une question qui rebondissait un peu sur ta réponse précédente sur le sujet, sur le reclassement, l'algorithme et la validation humaine. Tout à fait.
Alors, qui gère Olfeo et l'analyse des logs? C'est peut-être toi, c'est peut-être pour toi, Pierre, la question. Oui, alors en fait, nous, toute l'analyse des logs, donc c'est remonté dans un puits de logs. En fait, il n'y a pas qu'Olfeo dedans, hein. On a tous les équipements périphériques, on a toutes les connexions des firewalls, on a toutes les connexions de nos firewalls internes aussi, on a tout ce qui vient de la messagerie maintenant, de protection de la messagerie. Et puis on a également tout ce qui permet, tout ce qui vient du bastion et de la connexion des utilisateurs en télétravail. Donc on a beaucoup de choses qui arrivent là-dessus, ce qui nous permet de faire des corrélations, des choses comme ça. Les équipes de la DSI ont la possibilité de regarder les tableaux de bord. Par contre, alors au niveau RSSI, on est 2, j'ai un adjoint. Et puis autrement, j'ai régulièrement des stagiaires et c'est avec eux que l'on fait principalement ce genre de choses. La fréquence, on regarde ça toutes les semaines, au moins une fois par semaine. Et puis après, on nous pose des questions des fois aussi. Alors effectivement, parce que dans l'auditoire, il y a des gens qui n'ont pas Olfeo. Au sein du on-premise, aujourd'hui, donc il y a un maître de configurateur et les slaves qui vont, eux, gérer plus la partie filtrage. Le maître de configurateur, en fait, va permettre de configurer les slaves, bien sûr, pour pousser les politiques, etc. Mais aussi stocker les logs. Donc, on va stocker les logs. Et effectivement, ce que disait Pierre, on a un moteur qui s'appelle Elasticsearch avec lequel vous allez pouvoir constituer du reporting et voire même du reporting automatique. Donc, vous allez avoir des remontées toutes les semaines. Vous choisissez votre cadence. Si cela vous satisfait pas pour X raisons parce que vous avez un SIEM, effectivement, on peut envoyer via syslog vers un serveur syslog no-log, quoi, en fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, j'en vois pas d'autres. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Des questions. Ah, Sébastien qui est en train d'écrire. Dernière opportunité, j'ai une autre question. J'ai une autre question. On attend. Peut-être en attendant, tu peux dire quelques mots supplémentaires sur le SaaS. Alors oui, on a décliné une version SaaS, en fait, qui est totalement souveraine, hein, parce qu'on ne l'a pas dit, mais Olfeo, c'est une société française et tout est basé en France. Et nos serveurs qui hébergent notre solution SaaS sont faits chez Orange avec des serveurs souverains. Et cette solution, en fait, va vous permettre d'apporter plus de mobilité, puisque c'est le fondement, hein, du SaaS. Et donc, vous allez avoir la possibilité, vous n'avez plus à gérer le matériel, puisque tout est fait chez nous. Et après, il y a quelques contraintes sur les AD, mais globalement, on répond aux enjeux plus de la mobilité à travers le SaaS. Alors, la question, c'est: qu'est-ce que l'antivirus de flux Olfeo apporte de plus que l'antivirus au niveau du poste de travail ou au niveau du firewall? Alors, pour répondre à ces, effectivement, alors nous, on ne fait pas de l'antivirus, ce n'est pas notre métier. Donc, c'est une fonction qui est complémentaire à l'analyse au proxy. Ce qu'elle permet, c'est souvent, on a eu des clients, effectivement, qui avaient, comme la question est posée, hein, avaient de l'antivirus de flux, de l'antivirus de poste. Et effectivement, l'antivirus de flux, c'est un bon complément pour analyser en amont le trafic. Maintenant, ce qu'il apporte, c'est une base de signatures complémentaires, puisque si vous regardez un peu dans les guides, les différents guides, en l'occurrence ceux de l'ANSSI, souvent ils préconisent ceinture et bretelles, donc une analyse de flux et une analyse sur les postes. Donc effectivement, et ça vous permet d'avoir deux bases de signatures au niveau de l'analyse en général qui sont différentes. Alors effectivement, ça peut être sur du firewall. Donc là, il n'y a pas d'intérêt de mettre, si vous l'avez sur le firewall, il n'y a pas d'intérêt de le mettre sur le proxy. En général, le proxy est derrière
en amont du firewall. Mais en l'occurrence, sur la partie, et c'est là où il faut faire attention, c'est lorsque vous faites du déchiffrement, au moment où on fait ce qu'on appelle le process de Mind the Middle, et ben nous, on déclenche cette analyse antivirale. Donc, il y a un intérêt qu'elle soit portée sur le proxy par rapport au firewall, puisqu'en général, le firewall, on va lui faire descendre un petit peu les niveaux d'analyse sur les flux, et on va comment dire, prioriser l'analyse de flux web sur le proxy. Donc, c'est intéressant, justement, le SSL qui est mis sur le proxy de déclencher cette analyse antivirale. J'espère que... Alors, envisager de passer en SaaS, ça, oui. En fait, ça, je pense que c'est peut-être une question pour Pierre. Ah. Enfin, je présume. Pour le passage en SaaS, nous, pour l'instant, on n'envisage pas de passer en SaaS, non. Même si c'est vrai que le fait que Olfeo soit totalement hébergé en France et soit une solution souveraine est un plus. Mais pour l'instant, mais c'est plus nous une politique générale. C'est-à-dire que pour l'instant, la DSI préfère gérer ses propres infrastructures. Ok, je vais répondre encore à la question de Sébastien. Sur quelle base de signature s'appuie Olfeo? Alors, c'est une base open source, hein, clairement, c'est ClamAV. Aujourd'hui, on l'utilise. Alors, c'est ClamAV, mais repackagé et alimenté d'une manière régulière, quoi. C'est pas juste, on a pris de l'open source, on l'a intégré et on est arrêté là. Non, on alimente cette base-là régulièrement. Et c'est quand même derrière maintenant du Cisco. Alors, la version SaaS permettait de travailler en mode transparent. Alors, je vais répondre tout de suite, c'est mode transparent. Ce qu'on a besoin, alors, le mécanisme du produit SaaS, aujourd'hui, c'est effectivement, on va mettre en place des agents sur les postes de travail pour récupérer donc la synchro et l'authentification. À un moment, il faut pour mettre en place une politique, il faut connaître les utilisateurs. Donc, l'agent de poste est primordial et surtout la synchro. Et on le fait, alors il y a des précaux pour ça, c'est Azure AD et LDAP avec un serveur qui a un rôle ADFS puisqu'il faut qu'on supporte le protocole SAML. Donc, ça, c'est important. Y a-t-il un agent installé sur les postes, je suppose, pour le SaaS? Alors, si c'est pour le SaaS, oui. Oui, tout à fait. Ah, il y a Jean-Noël qui écrit. Bon, c'est bien, c'est dynamique, hein, il y a beaucoup de questions, c'est intéressant. Ah. Ok, c'est... Du coup, en SaaS, peut-on gérer du filtrage pour les invités sur... Non, pas pour le moment. Pour le moment, on ne sait pas encore le faire. Il faut vraiment qu'on identifie les utilisateurs. Alors, ok. Alors, je vais lire la question de Sébastien. Le mode SaaS nous pose plusieurs problématiques, dont l'accès au log limité, plus d'accès au log en SaaS avant que les connexions ne s'établissent pour débugger et la gestion du... Alors, effectivement, aujourd'hui, on a donné un accès limité au niveau des logs pour une question d'architecture réseau interne à Olfeo, puisqu'encore une fois, donner un accès en SaaS sur 365 jours, ça peut être compliqué à gérer des deux côtés d'ailleurs. Néanmoins, on stocke ces logs-là. Donc, si vous avez besoin d'accéder à ces logs-là, il faut nous consulter pour le moment. Mais là, on va sortir effectivement une évolution sur notre SaaS qui devrait sortir, je crois, T2, où on donne un accès avec un connecteur pour le SIEM. Donc, vous allez pouvoir, en fait, à travers votre SIEM, consulter l'ensemble des logs.
Je pense qu'on a fait le tour des questions. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Bah, écoutez, je vous remercie en tout cas. Merci Pierre encore 1000 fois pour ton intervention, qui est comme d'habitude très intéressante. Et bah, on va pouvoir laisser la main. Et puis de toute façon, le webinaire sera à disposition de tous les participants. On vous enverra un mail pour avoir accès. Et bah, je vous remercie encore à tous. Merci. Merci. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.